et symboliser la division du monde en deux blocs. Émission spéciale aujourd'hui sur les chaînes parlementaires avec vous, Jean-Pierre Gracien. Bonjour. Pour commémorer la fin du rideau de fer, un 20e anniversaire célébré dans le monde entier, mais surtout bien sûr à Berlin, des cérémonies que nous allons suivre en direct pendant cette émission. Et pour commenter cet événement qu'on peut qualifier d'exceptionnel, avec nous sur ce plateau, Jean-Bernard Raymond, pour commencer, ancien ministre des Affaires étrangères. Bonjour. Ancien ministre des Affaires étrangères, c'était entre 1986 et 1988, la première cohabitation. Exactement. Et en précisant aussi que vous avez été ambassadeur de France à la fois en Pologne, entre 82 et 84, puis à Moscou. C'était cette fois entre 1985 et 1986. Et puis ensuite, après avoir quitté le Quai d'Orsay, eh bien vous rejoignez Rome pour être ambassadeur auprès du Saint-Siège, donc à Rome. Encore au Quai d'Orsay à ce moment-là, mais en poste. Voilà, exactement. Merci en tout cas d'être avec nous pour cet après-midi exceptionnel sur nos deux chaînes. François Long qui est également avec nous, bonjour. Bonjour. Ancien ministre, bien sûr. C'était sous François Mitterrand, député socialiste de l'heure. Ancien président aussi de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Merci aussi d'être avec nous cet après-midi sur ce plateau. Puis enfin, Pierre Grosser, l'historien Pierre Grosser, bonjour. Vous avez notamment écrit, et c'est sorti chez Perrin il y a très peu de temps, c'était en août dernier, ce livre, 1989, l'année où le monde a basculé. On va voir tout ça avec vous cet après-midi à l'occasion de ces événements exceptionnels en direct depuis Berlin. Et les festivités, Caroline, ont commencé dès ce matin. Oui, absolument. Angela Merkel a ouvert les célébrations en participant à un service religieux dans une église de Berlin-Est qui a été l'un des hauts lieux de la contestation et des manifestations. Dans quelques minutes, elle retraversera d'est en ouest, comme elle l'a fait il y a 20 ans, l'ancien poste frontière de la Bornholmer Straße, l'un des premiers postes à avoir ouvert ce soir du 9 novembre 1989. Nous allons le suivre en direct. Vous voyez déjà les images de cette foule qui se masse près de la Bornholmer Straße. Et puis dans la soirée, immense fête de la liberté organisée port de Brandebourg, un concert en plein air sous la direction du célèbre chef d'orchestre Daniel Barenboim, un dîner de gala à la chancellerie, des animations, une chaîne humaine, et puis l'événement de la soirée, 1000 dominos géants de 2,50 m de haut qui s'écrouleront à l'endroit où à l'époque s'élevait le mur entre le Bundestag et la Potsdamer Platz. Bien sûr, chacun des 27 pays de l'Union européenne est représenté aujourd'hui. Il y aura notamment Gordon Brown, le Premier ministre britannique, les présidents russes et français, Dmitri Medvedev et Nicolas Sarkozy, et puis la secrétaire d'État américaine, Hillary Clinton. Oui, vous le voyez, il pleut à Berlin. Voilà, Angela Merkel, la chancelière allemande qui arrive sur ce premier lieu de commémoration en ce 9 novembre 2009. Il pleut à Berlin, mais quelques 100 000 personnes sont attendues dans ce qui est aujourd'hui la capitale allemande pour assister à cette cérémonie. Et pour retraverser donc cette frontière, cette ex-frontière d'est en ouest, elle sera accompagnée normalement de Mikhail Gorbatchev, l'ancien président russe, et de Lech Walesa, chef historique du syndicat Solidarność et ancien président polonais. Donc ça, ce sera dans quelques minutes. Jean-Bernard Raymond, je vois regarder ces images avec attention. Ça nous ramène 20 ans en arrière, finalement. Avec passion, je regarde. Que faisiez-vous ce fameux 9 novembre 89? Vous étiez à Rome, en l'occurrence. J'étais à Rome Saint-Siège, auprès de Jean-Paul II, en fait. Mais je venais de quitter à tous ces événements ou la suite des événements, et puisque j'étais ministre des Affaires étrangères, comme vous l'avez dit, de 86 à 88. Et puis, enfin, moi, j'ai vécu tous ces événements. Ça, vous l'apprenez par la radio, par des coups de fil diplomatiques, oui. Par tous les moyens. Oui. Et puis, à Rome, j'étais dans la rue avec la foule qui était informée, qui suivait cela. Je parlais avec beaucoup d'Européens. Des Italiens, des Français, et je proclamais, moi, facilement, je parlais volontiers, je disais volontiers que c'était une joie et un événement extraordinaire. C'est un événement extraordinaire, et je voulais pas m'attarder sur les réflexions, sur ce qu'allait être l'Allemagne, si jamais elle était réunifiée. Moi, je disais que c'était fondamental. C'était la chute du mur avec tout ce que ça comportait, et je ressentais, je peux le dire, je n'avais pas prévu la chute du mur, mais tout ce que j'avais ressenti depuis 78. Moi je dis c'est depuis 78, et plus exactement depuis 80, quand j'ai entendu le pape à l'UNESCO faire le plus grand discours de la guerre froide, en 80, à l'époque de Brejnev.
j'avais compris qu'il se passait des tas de choses, qu'il allait se passer des tas de choses. Et puis quand j'ai vécu en Pologne pendant 2 ans, même sous la dictature, mais où je comprenais beaucoup de choses de Jaruzelski, et puis voilà, après quand je suis arrivé à Moscou, et que au moment où je suis arrivé à Moscou, est arrivé au pouvoir Gorbatchev, et alors là, au moment de Gorbatchev, alors j'étais complètement embarqué dans cette affaire. Moi, j'étais gorbatchevien du premier jour. Mikhail Gorbatchev, qu'on voit à l'image là aux côtés d'Angela Merkel, ils vont traverser ensemble donc ce pont de la Bornholmer Strasse. Qu'est-ce que vous faisiez, vous, François Loncle, le 9 novembre 1989? Moi, j'étais à l'Assemblée nationale. Il y avait, comme le disait mon ami Jean-Bernard Raymond, des prémices, et depuis quelques années, nous sentions que les choses bougeaient. Alors, l'événement du 9 novembre n'était pas exactement prévisible comme il s'est déroulé. Ça a été tout ce qu'on a raconté depuis quelques heures, mais il y avait un intérêt croissant des députés membres de la Commission des Affaires étrangères. Et puis le 10 ou le 11, je suis parti à Berlin avec Michel Vauzel, qui était le président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale à ce moment-là. Et nous sommes allés... Bah oui, bien sûr, et nous sommes allés des deux côtés du mur. Dans la RDA, il y avait encore une ambassadrice de France, Madame Timsit, qui était une femme remarquable. Et je me souviens, parce que ça m'avait beaucoup frappé, elle nous avait reçus pour un long dialogue dans un Algeco, dans une cage de Faraday. Parce que dans son ambassade, il est certain qu'il y avait des micros partout, qu'elle était espionnée. Et donc, elle nous a reçus dans cette cage de Faraday. C'est là que nous avons eu tout le récit des événements. On vous interrompt parce que... On revient vers vous ensuite. Nous sommes tous très heureux des événements que nous avons connus. C'est Angela Merkel qui tient Nous avons été particulièrement heureux à l'époque. Où habitiez-vous? Nous habitons toujours à Pankow, nous habitions à Pankow à l'époque. Nous habitons à l'Est et nous sommes restés à l'Est. Eh bien, nous sommes très heureux que vous soyez présents aujourd'hui. Nous vous présentons tous nos souhaits pour vous, vos amis qui seront présents ce soir aussi. Nous vous saluons, Mikhail Gorbatchev, Lech Walesa, et un grand nombre des citoyens présents aujourd'hui vous saluent également. Angela Merkel, maître de cérémonie, oui, qui en quelque sorte. Un peu. Absolument. Et elle a fait ce chemin, Pierre Grosser, peut-être il faut le raconter, il y a 20 ans, elle a fait ce chemin-là d'est en ouest, alors qu'elle était chercheuse à l'époque. Oui, tout à fait. Elle vient de RDA et c'est assez rare d'avoir eu du succès dans ce sens-là, puisque un des problèmes qui s'est posé au lendemain de la chute du mur et qui encore laisse un certain nombre de traces, c'est qu'un certain nombre de postes en RDA, au contraire, étaient plutôt pris par des gens venus de RFA, que ce soit dans les universités, dans l'armée, puisque les militaires ont un petit peu disparu de la circulation, les militaires de la RDA, et puis aussi dans le système politique. Donc c'est une des rares à avoir fait son chemin dans l'orbite de la CDU. C'est un formidable symbole, Angela Merkel, pour ce qu'a été la réunification de l'Allemagne. Est-ce qu'on pouvait rêver mieux qu'une ancienne hostie, comme l'on dit, pour diriger l'Allemagne d'aujourd'hui? C'est quand même un formidable symbole, ça. Oui, c'est un symbole. Je crois que globalement, on peut dire que la réunification a été un succès. Elle a coûté très très cher, ce qui justement laisse un petit peu d'amertume dans d'autres pays de l'Est qui n'ont pas reçu autant d'argent. 300 milliards d'euros à ce jour. Oui, c'est des chiffres absolument faramineux. Et d'ailleurs, ça a aussi posé un certain nombre de problèmes à l'Union européenne qui s'est constituée, puisque l'Union monétaire est aussi un des enfants de la chute du mur. Et évidemment, étant donné l'importance des sommes qui ont été dépensées par la RFA, cela a pesé d'une façon générale sur les taux d'intérêt. Et donc une partie de la croissance lente, disons, des années 90 est quand même un peu imputable à cette union allemande. Mais en même temps, voilà, le politique prime et c'est tout à fait normal. L'un des courages du chancelier Kohl, c'est un des grands absents de cette cérémonie aujourd'hui. Oui, parce qu'il est malade, mais un fauteuil roulant. Il ne faut pas oublier sa contribution exceptionnelle et le fait qu'il ait eu le courage de se séparer du marque pour, à la demande en particulier de la France et de François Mitterrand,
se convertir totalement à l'union monétaire et à l'euro. Je dirais encore plus que, tout à fait dans le sens que vient de dire mon ami l'oncle, c'est que lorsqu'il a accepté dès le début l'équivalence du mark Est et du mark Ouest, qui lui a été critiqué très tôt d'ailleurs, c'était génial parce qu'il fallait aller vite. Il fallait aller vite, et quand on imagine ce que c'est que cette réunification, la chute du mur, parce que pour moi la chute du mur c'est déjà la réunification, ça vient très vite, vous savez, dès l'année 90, il y a un accord entre Kohl et Gorbatchev pour la réunification, y compris pour l'entrée de l'Allemagne dans l'Alliance Atlantique, donc les choses vont très très vite. Mais heureusement, Kohl a agi dans ce sens aussi, parce que il y avait des résistances. On venait de quelque chose de très difficile. Et pour revenir sur Angela Merkel, pour moi j'ai une grande admiration pour le chef d'État qu'est Angela Merkel, et je pense qu'avec tous ses talents personnels, le fait qu'elle appartienne à une double culture allemande en elle-même, puisqu'elle est restée jusqu'au moment de la chute du mur à l'Est, et puis ensuite elle est passée à l'Ouest, et ensuite dans la CDU, ça en fait un personnage tout à fait extraordinaire de cette période extraordinaire. Hein. Pour reprendre le titre de Pierre Grosser là, sur le basculement du monde, enfin c'est mieux dit que ça, que le basculement du monde, au moment où le monde a basculé, c'est bien ce qui s'est passé. Et vous pouvez chercher d'autres dates, à mon avis, dans cette période, 89, c'est la date fondamentale. Elle l'a pas forcément ressenti à ce moment-là. Angela Merkel, elle, comme tous les jeudis soirs, je crois que c'était un jeudi soir, elle est allée au sauna, raconte-t-elle dans la presse, boire une bière ensuite, et puis elle a entendu que la frontière... Elle a vécu dans sa chair, en quelque sorte, et dans sa vie concrète, elle a vécu les deux cultures là à ce moment-là. La chute du mur, c'était déjà la réunification allemande, dit Jean-Bernard Raymond. Les choses n'étaient sans doute pas aussi simples que cela dans la tête d'un certain nombre de grands dirigeants de l'époque. On dit même que François Mitterrand y était plutôt hostile, sans se méfier de cette éventualité. En tout cas, François l'oncle, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus aujourd'hui? Il y a quand même un vrai débat sur ce qu'a été l'attitude de François Mitterrand à cette époque. Il est parfois tout à fait exagéré, mais c'est vrai que Madame Thatcher et François Mitterrand avaient besoin d'un certain nombre de garanties, de précautions. S'agissant de François Mitterrand, c'était la construction européenne. Il fallait absolument pas que ce mouvement puisse nuire à la construction européenne. Et deuxième attachement qui était commun à François Mitterrand et Margaret Thatcher, c'était le respect des frontières, notamment de la frontière Oder-Neisse. C'était la condition germano-polonaise. Il fallait pas que ces événements remettent en cause les frontières et notamment provoque une sorte d'hégémonie allemande qui s'étendrait au-delà des deux Allemagnes existantes. Quel a été le donnant-donnant entre Mitterrand et Kohl là? C'est l'euro? Il y a eu bien sûr l'euro, et puis il y a eu le respect des frontières. Et Helmut Kohl a donné très rapidement des garanties absolues dans ce domaine. C'est pas tout à fait un donnant-donnant, il faut pas imaginer un marchandage. Exactement. Vraiment, il y avait... C'est une question que je vous posais. Hein. À la fois sur l'euro et finalement sur l'unité allemande, il y avait quand même un assez large consensus. Après, la manière dont ça devait se réaliser, là, c'est comme tout acte diplomatique, il y a des discussions, des négociations et des accords. Quand François Mitterrand va à Leipzig en décembre 89, ça a tout de même été interprété de différentes manières. Ah, pardon. Merkel qui prend la parole, on va l'écouter en direct. Alors, cher Mikhail Gorbatchev, cher Lech Walesa, chers amis, chers témoins de l'époque, chers militants des droits civiques, je suis très heureux que, non pas d'une forme extrêmement solennelle et étatique, mais dans une situation très semblable à celle de novembre 1989, nous nous retrouvions sur ce pont. Nous sommes le peuple, crie quelqu'un derrière moi, il a raison. Et je suis très heureux que vous ayez été nombreux à venir aujourd'hui. Il y a aussi plus de photographes aujourd'hui.
Le nombre d'appareils photo a beaucoup augmenté et quelquefois on ne voit plus les gens derrière soi. Merci beaucoup d'être venus. Je vous salue tous. Je crois que c'était un besoin pour nous de nous rassembler tous ici aujourd'hui, nous rassembler pour nous réjouir en commun de ce qui a été rendu possible le 9 novembre. Cela a été le résultat d'une longue histoire de manque de liberté et de combat contre ce manque de liberté. Nous n'avons pas été les premiers en Allemagne, mais nous avons été là lorsque le rideau de fer est tombé. C'est la raison pour laquelle nous sommes particulièrement heureux de pouvoir accueillir aujourd'hui Lech Walesa en votre nom à tous. Solidarność était une entreprise courageuse et les dirigeants communistes en ont été particulièrement touchés parce que Solidarność venait des ouvriers. Ceux qui se désignaient comme le parti ouvriers, le parti du peuple, ont pris en main leur destin en Pologne et cela a été un extraordinaire encouragement pour nous tous. Il a fallu longtemps pour que dans les autres pays, le socialisme, le communisme, quel que soit le nom qu'on lui donne, s'écroule. Et ceux qui ont passé la frontière pour la première fois n'étaient pas obligatoirement ceux qui avaient œuvré les premiers. Mais beaucoup avaient déjà beaucoup vécu. Je suis très heureux que nous soyons tous rassemblés ici. Les gens de mon âge savent très bien quelle était la situation. En RDA, on pouvait imaginer beaucoup de choses, mais qu'on ne puisse plus revenir dans son pays, comme ça a été le cas pour Bob Bierman, était quelque chose d'inimaginable. Il est absolument évident que ceux qui étaient courageux, ceux qui étaient intelligents ont quitté le pays, l'ancien RDA, d'autres sont restés dans des conditions épouvantables. Et quelquefois, on oublie aujourd'hui le nombre de personnes qui n'ont pas pu quitter leur pays, qui n'ont pas pu voyager, qui étaient en prison, qui étaient soumis, qui étaient en but de l'État. Mais avant cette liberté, beaucoup sont partis. Et s'il y a quelque chose que je regrette au cours des 20 dernières années, c'est que nous ayons eu besoin d'autant de temps pour reconnaître à nouveau cette forme d'injustice et la rétablir. Il est très facile de redonner des terres expropriées. Cela a été, malgré tout, plus complexe que nous n'imaginions, mais l'inquiétude, l'angoisse, la peur devant la vie, reconnaître tout cela rétrospectivement est extraordinairement difficile. C'est la raison pour laquelle tous ceux qui sont présents aujourd'hui pourraient raconter une longue histoire, la longue histoire de leur contribution à la liberté. Et je crois qu'il faut en remercier chacun et remercier tous ceux qui sont venus aujourd'hui. Nous avons parmi nous aussi une personne qui, de par sa position, n'était pas destinée à être ici 20 ans après la chute du mur. Parce que le Parti communiste n'était pas obligatoirement représentatif de la chute du mur, mais Mikhail Gorbatchev est allé à Berlin pour le 40e anniversaire de la chute du mur. À l'époque déjà, nous savions qu'il se passait quelque chose en Union soviétique. Et nous avons toujours su qu'il fallait qu'il se passe quelque chose en Union soviétique pour que quelque chose arrive chez nous. Vous l'avez rendu possible. Avec courage, vous avez laissé les choses se faire. Et c'était beaucoup plus que ce que nous attendions. Merci. Un grand merci à vous pour cela et merci d'être présent aujourd'hui.
Mesdames, Messieurs, pour toutes ces raisons, en ce lieu historique, je souhaiterais qu'on se rappelle ce qui s'est passé. Ceux qui à l'époque n'étaient pas nés ont fait leurs études. Alors, les gens de ma génération voient avec un très grand plaisir ces jeunes se développer et nous ne pouvons plus distinguer entre l'Est et l'Ouest. C'est une nouvelle génération qui se développe, qui est dans l'Union européenne et qui est un peu plus ouverte au monde que c'était le cas pour un grand nombre de ceux qui à l'époque étaient sur ce pont. Et pour cela, il a valu la peine de se battre. Alors, on va reprendre l'antenne quelques moments. Petite rupture de faisceau, mais ça arrive, ce sont les joies du direct, comme l'on dit. Angela Merkel a rendu hommage successivement à Lech Walesa et à Mikhail Gorbatchev. C'est vrai qu'il y a une petite dispute entre les deux pour savoir lequel est à l'origine de la chute du mur, finalement. Est-ce que c'est la perestroïka de Mikhail Gorbatchev? Il y a eu beaucoup de responsables et de héros de cette époque politique, y compris Reagan d'ailleurs. On pourrait voir de quelle façon la surenchère d'armement, la guerre des étoiles, y compris François Mitterrand lorsqu'il disait les pacifistes sont à l'ouest, les missiles sont à l'est. Beaucoup de héros de cette époque. Mais Gorbatchev a été, et Jean-Bernard Raymond le disait tout à l'heure, le principal acteur de cet événement colossal. Parce que... Alors, Lech Walesa dit que c'est un mensonge, ce que vous dites. Non, mais c'est Lech Walesa. Bon, alors, on est indulgent pour lui, mais très franchement... Et le rôle de Solidarność en Pologne? Mais si, bien sûr que si. Et Jean-Paul II, comme le disait tout à l'heure mon ami Raymond. Mais le principal acteur de ces événements et auteur, c'est à mon avis Mikhail Gorbatchev. Et je fais un reproche d'ailleurs à ce propos, c'est que 2 ans plus tard, en 91, lors du G7 de Londres, Gorbatchev est venu dire en Russie ou en Union soviétique, je ne sais plus si c'était déjà la Russie, les choses vont mal, aidez-moi. Et malheureusement, aucun dirigeant occidental n'a répondu à son appel et on a eu les dérives, Eltsine, etc. Je vous rappelle que vous vivez en ce moment ce qui se passe en direct à Berlin, du côté de Bornholmer Strasse, autrement dit qui était le premier point d'ouverture de ce fameux mur de Berlin il y a 20 ans. Et ces images donc où vous voyez Angela Merkel entourée par à la fois Gorbatchev que vous voyez ici avec un béret. Je vous rappelle qu'il pleut légèrement aujourd'hui à Berlin cet après-midi et Lech Walesa aussi Je pourrais juste dire quelque chose sur Gorbatchev. Ce qui est important, c'est qu'il a laissé faire, c'est-à-dire qu'il n'a pas utilisé la force, c'est un élément important, qu'il a fait des réformes en Union soviétique qui ont finalement été des inspirations aussi dans un certain nombre de pays, et en tout cas qui sont passées ces réformes, ou en tout cas ce désir de réforme depuis l'Union soviétique jusqu'aux pays de l'Est, et ça a permis que les mobilisations populaires, qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu un certain nombre de mobilisations populaires courageuses, parce qu'on risquait encore beaucoup, quel que soit le pays, même à l'époque de la table ronde en Pologne, à partir du moment où il n'y avait pas d'intervention soviétique, cette mobilisation populaire a pu donner les résultats, notamment en Pologne, notamment ensuite en Tchécoslovaquie. Et l'autre élément, je crois, qui est important, c'est qu'il me semble qu'il y a un pays qui est un petit peu oublié, qui est la Hongrie, parce que certes la Pologne a fait un certain nombre de choses qui ont amené à la chute du mur, solidarité, la table ronde, les élections avec la première défaite des communistes dans des élections, mais les Hongrois, c'est eux qui ont fait des réformes très avancées en 88, ce sont les Hongrois aussi qui ont ouvert le rideau de fer, et ce sont les Hongrois qui les premiers ont transformé leur parti communiste avec l'Autriche, qui étaient les premiers à transformer leur parti communiste en un parti communiste réformé qui a perdu son nom. Donc il y a une espèce de compétition entre les deux, et là visiblement c'est la Pologne qui l'a remporté. Et puis il faut pas oublier tous les dissidents, le rôle de grands intellectuels comme Václav Havel en Tchécoslovaquie. Tout ça a finalement permis ces événements. C'est pas seulement un seul homme. Jean-Bernard Raymond. Oui, cette question qu'on est en train de débattre, c'est très compliqué parce que on a envie de dire plusieurs choses à la fois. Alors moi, je vais les distinguer un tout petit peu, mais en les mettant
ensemble. D'abord, je voulais répondre sur le premier point qui était celui de Mitterrand. C'est sûr que Mitterrand, au moment de la réunification, enfin des suites, il y a eu un moment qui paraissait, vu de l'étranger en tout cas, comme une sorte de flottement. Et d'ailleurs, l'oncle a donné beaucoup de raisons à cette apparence de flottement. Mais moi, je me souviens la première fois que j'ai vu Gorbatchev, je l'ai vu avec Mitterrand. C'était aux obsèques de Tchernenko, à Moscou. C'est le moment où les premiers propos, c'est de Gorbatchev comme secrétaire général de l'Union soviétique. C'est donc en 85, hein, en 85. Oui. Et lorsque j'ai raccompagné Mitterrand le soir après l'entretien que nous avions eu en direct avec Gorbatchev, j'ai dit tout de suite à Mitterrand, c'est un type tout à fait différent des autres, il va se passer des choses extraordinaires, et il était tout à fait dans cette ligne. Donc Mitterrand, en 85, comprenait très bien ce qui se passait avec Gorbatchev. Alors après, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire, je n'entre pas dans l'autre affaire. Mais ça, c'est un acquis de Mitterrand. On ne peut pas lui retirer. Dans l'autre affaire, vous entendez la réunification allemande, qu'on a évoqué il y a quelques minutes sur ce plateau. Le voyage à Leipzig et tout ça, ce que vous avez évoqué vous-même, n'est-ce pas? Alors, il y a une chose que je vais dire tout de suite, c'est un peu trop tôt de la dire, mais on oublie tout le temps cette affaire. C'est qu'en 89, il y a eu des élections en Union soviétique et des élections en Pologne. Or, c'est les élections en Pologne qui ont débouché sur le Premier ministre Mazowiecki dès le mois d'août 89. Alors, en Occident, en gros, l'opinion, etc., personne n'a bien vu. Mais j'aime mieux vous dire que tous les types qui étaient en Europe centrale et ailleurs, ils ont très bien compris ce que ça voulait dire. Donc, dans la chute du mur, il y a un élément fondamental, c'est l'affaire électorale. Alors, cette affaire électorale, elle est due à Gorbatchev. Parce que, évidemment, les élections qu'il y a eu en Union soviétique, comme en Pologne, elles étaient théoriquement contrôlées, mais c'était couvert. Et la même chose, notre ami Monsieur Grosser, il a parlé de la Hongrie. Il faut se souvenir que les révolutionnaires, les communistes hongrois, qui étaient les plus en avance, ils ont téléphoné un jour à Kohl. Je ne sais plus, c'est au printemps ou c'est dans les mémoires de Kohl, n'est-ce pas? Et ils ont dit à Kohl, on pourrait bien peut-être, donc il n'y avait pas de chute du mur, on pourrait peut-être bien démanteler le mur là entre la Hongrie et l'Autriche, hein, parce qu'il y avait des Allemands qui voulaient passer, etc. Et Kohl, qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Il a téléphoné à Gorbatchev. Il s'est dit, il faut que je vois ce que pense Gorbatchev. Il a dit à Gorbatchev, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition comme font les Hongrois? Gorbatchev a pris un temps de réflexion au téléphone, et puis il lui a dit, les Hongrois sont de braves gens. Et ça résume assez bien ce que vient de dire M. Grosser, n'est-ce pas? Alors je voulais dire, il y a ce point-là. Et l'ouverture de la frontière austro-hongroise, c'est... c'est 15 septembre. Septembre. C'est septembre ensuite. Ils ont coupé les barbelés. Septembre. C'est un signe considérable. Voilà. Et c'était le début de l'hémorragie. Il faut le rappeler, ça, quand même, parce que c'était les élections qui étaient quasi libres, finalement, en Pologne, hein, elles étaient seulement limitées dans la chambre basse, dans la Diète. Mais ça, c'est un événement très, très, très important. Alors, dans l'histoire de savoir qui est le premier, est-ce que c'est Lech Walesa ou Gorbatchev? Lech Walesa dit que c'est lui, en tout cas. Ce qui a été dit tout à l'heure, je crois par vous, d'ailleurs, cher Bernard, c'est qu'en effet, le mouvement qui est né avec Solidarność, c'était un mouvement tout à fait extraordinaire qui ressemblait pas au précédent, parce que c'était la classe ouvrière et qui se rebellait contre le gouvernement qui considérait qu'il était lui le représentant de la classe ouvrière. Et donc ça, c'était un élément très important. Et c'était dès 1980. Et d'ailleurs, je vous donne la parole tout de suite, c'est Lech Walesa qui poussera ce soir le premier domino qui symbolise ce mur de Berlin qui va à nouveau tomber à l'endroit où se levait le mur. Un souvenir personnel, un peu avant, lorsque François Mitterrand a reçu à Paris Jaruzelski. Il y a eu évidemment des protestations et en particulier le désaccord du Premier ministre, mon ami Laurent Fabius, qui avait dit une chose qui évidemment n'était pas compatible tout à fait avec sa fonction par rapport à François Mitterrand. Et lui, François Mitterrand, moi. oui, mais bien sûr. Et sur le plan des droits de l'homme, il avait 100 fois raison. Mais lorsqu'il a rencontré François Mitterrand pour l'explication, Mitterrand lui a dit:
détrompez-vous, ça bouge en Pologne. Ouais. Et donc, il ne faut pas d'attaque frontale contre les François dirigeants. Lonck, regardez ces images d'Angela Merkel qui traverse donc le pont de la Bornholmer Straße, acclamée par les badauds qui sont là autour, qui regardent ça. C'est assez émouvant de voir Angela Merkel refaire le chemin qu'elle a fait il y a 20 ans. Elle a donc quitté l'ancien poste frontière pour repasser à l'ouest, si on peut dire les choses comme ça aujourd'hui. Et on la voit sur ces images. Oui, tout ça est assez bon enfant, ce qu'on est en train de voir. On a le sentiment que... C'est presque improvisé, on dirait, alors que c'est préparé. Il y a une forme d'improvisation. Alors je ne sais pas si vous le vivez de cette manière. Est-ce que ça vous frappe ce qu'on est en train de voir, ce discours assez bon enfant aussi, cette ambiance Il y a rarement une pompe en Allemagne. En Allemagne, et d'ailleurs dans les logements de fonction aussi des présidents ou des chanceliers. C'est une autre manière de faire la politique. Oui, c'est vrai qu'elle a... 89, c'est quand même l'avènement d'un nouvel humanisme. Quelles que soient les grandes difficultés de la nouvelle société dans laquelle nous vivons, internationale, etc., il y a un grand changement avec avant. Quand on vous demande est-ce que c'est mieux avant ou après, c'est évidemment c'était beaucoup mieux après, parce que ce qu'il a emporté, c'est une forme d'humanisme, même dans nos difficultés. C'est le style d'Angela Merkel et que c'est préférable à des choses pompeuses, à des grands discours, dans ce genre de circonstances, parce que c'est vécu directement avec le peuple allemand. C'est vrai qu'elle était au milieu de la foule avec juste son petit micro. Elle a fait les journalistes, elle a interviewé les gens qui étaient là. Oui, c'était assez surprenant vu de France. C'est quand même le peuple allemand qui était le plus concerné. Et quand même, ils ont toutes les manifestations qu'on a vues qui précèdent le 89, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tous les Allemands qui étaient massés dans toutes les ambassades et qui attendaient que la frontière s'ouvre. Oui, je crois dans l'histoire allemande, je reviendrai sur la Pologne, mais je voulais dire un mot sur l'histoire allemande. C'est quand même le totalitarisme nazi, il n'y a pas eu de mouvement de foule ou de manifestation pour le faire tomber, c'est le moins qu'on puisse dire. Là, il y a un autre totalitarisme très différent, je le crois vraiment, mais il y a eu des hommes et des femmes qui ont eu le courage de descendre dans la rue et d'une certaine façon de risquer la répression. Et il ne faut pas les oublier en se concentrant seulement sur les manœuvres des grandes puissances, qui d'ailleurs ont été plutôt passives sur cette question-là. Qu'est-ce qui a provoqué d'ailleurs ce réveil du peuple allemand à un moment, qui est descendu dans la rue à plusieurs reprises, qui a fait ces manifestations? Est-ce qu'il y a eu un déclencheur? Alors un déclencheur, non, il y a eu beaucoup de. D'abord, il y avait ce qui se passait ailleurs. Forcément, ils sont plutôt arrivés après les autres. Il y a eu des Pologne, à la frontière tout à fait, notamment. Des élections communales qui ont donné évidemment 99% et qui ont été considérées comme truquées. Et ce qui est assez intéressant, c'est parce que c'était finalement dans une ambiance de démocratie à travers le monde, vraiment partout dans le monde, ce que j'essaie de montrer dans mon livre, eh bien un certain nombre d'Est allemands ont demandé des élections contrôlées par les Nations Unies, ce qui pour un pays communiste était quand même relativement étonnant. Et puis il y avait des manifestations petit à petit pour que les choses changent, parce qu'on critiquait la corruption, on critiquait comme partout dans le bloc de l'Est les questions environnementales, ou en tout cas on s'intéressait aux questions environnementales. La plupart des mouvements qui ont bougé dans l'Europe de l'Est, en ex-Union soviétique aussi, ont commencé sur des préoccupations environnementales très concrètes, c'est-à-dire des usines polluantes, la construction de nouvelles centrales nucléaires. Voilà, c'est ce qui a fait bouger les gens. Et là encore, Gorbatchev conseillant aux dirigeants allemands de l'Est, Honecker et les autres, de ne pas tirer, de ne pas faire jouer l'armée contre ces manifestations. Ne suivrait pas. C'est déterminant. Gorbatchev a été faible. Voilà une déclaration de Lech Walesa qui est toute récente. Et c'est un peu comme cela qu'il explique cette série d'événements dont nous parlons aujourd'hui. Il a été fait parce qu'il n'a pas réprimé les manifestations. Il y a une certaine faiblesse, selon lui, une véritable faiblesse d'ailleurs, selon lui, de Gorbatchev. C'est un reproche qu'il fait ou pas? Non, il dit que c'est bien, mais c'est pas grâce à lui, c'est grâce à sa faiblesse. En tout cas, que les événements se sont déroulés. C'est un jeu idiot, franchement, de dire c'est grâce à moi, c'est pas grâce à l'autre. C'est pas bien. C'est pas ce que faisait Guérémec. Si Guérémec était encore là, il ne serait pas dans le sens de Lech Walesa. Voilà un grand homme d'État qui manque à la Pologne. Bien qu'il était le grand adjoint. Mais ce que je voulais dire, si on cherche un déclencheur, finalement, c'est quand même Jean-Paul II. Il faut... Pardon? Pas regarder en Pologne, mais pas regarder en Pologne. Oui. Non, mais Jean-Paul II... Pologne est en début du reste. Oui, mais Jean-Paul II est polonais aussi. Oui, mais je dis, c'est valable pour la Pologne, mais moins pour la RDA.
Le déclencheur des manifestations allemandes. Ah oui, tout à fait. Oui, mais la RDA, elle n'est pas seule. Non, mais on est bien d'accord. Hein, c'est bien ce qui se dit d'ailleurs, hein, n'est-ce pas? C'est un domino, c'est un jeu de domino. D'ailleurs, avec le symbole de ce soir, c'est tout à fait bien trouvé. Voilà, mais dont le premier sera poussé par les Walesa finalement. Oui, mais même il y a un autre jeu de domino qu'on oublie souvent, c'est qu'en fait, c'est parti très largement d'une crise de réfugiés est-allemands, en Hongrie ou en Tchécoslovaquie. Et en fait, les Hongrois ont adhéré aux conventions internationales sur les réfugiés, non pas à cause de ces réfugiés-là, mais à cause des réfugiés d'origine hongroise venus de Roumanie, au tout début de l'année 89. Donc ils ont adhéré à un certain nombre de conventions, aussi aux documents de la CSCE, et finalement ils ont utilisé le droit international et leurs engagements internationaux pour laisser passer les réfugiés est-allemands, alors que finalement au départ c'était un problème de la Transylvanie et de la Roumanie, des Hongrois de Roumanie. Alors nous allons, si vous le voulez bien, accueillir un autre invité, mais avant cela je vous propose d'écouter le témoignage d'Andrei Gratchev. Andrei Gratchev, c'est l'ancien porte-parole de Gorbatchev. Il vit aujourd'hui à Paris. Paul Bouffard l'a rencontré et écoutez comment l'ancien porte-parole de Gorbatchev explique comment son ancien patron a vécu cette chute du mur de Berlin. Il a reçu la nouvelle, comme il me l'a raconté, le lendemain matin, par un coup de téléphone de l'ambassadeur soviétique. Et sa première réaction, c'était de dire ils ont bien fait. Dans un certain sens, la chute de la mur, c'était à la fois un grand moment qui rentrait tout naturellement dans le sens du mouvement qui s'était engagé depuis le début de son projet la perestroïka et avec la transformation de sa politique de l'ouverture vers l'Ouest, on voyait bien finalement partir un obstacle, encore un obstacle pour une avancée nécessaire à la fois de la politique soviétique, mais aussi de ses relations avec le monde extérieur, avec les pays européens surtout. Mais il y a un autre aspect, c'est que aussi pour la société soviétique, le mur, par contraste par exemple à l'élite politique de la RDA, ce n'était pas un mur de protection, mais c'était un mur qui était un mur d'empêchement, une barrière qui renfermait notre société du monde extérieur. La grande majorité des citoyens de notre pays à l'époque ont apprécié cet événement avec beaucoup de soulagement. Voilà, c'est donc Andrei Gratchev, l'ancien porte-parole de Gorbatchev, interviewé par Paul Bouffard. Vous a rejoint également sur ce plateau Anne Stark. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec vous. Vous êtes membre du comité d'études des relations franco-allemandes. Bien écoutez, bienvenue. Nous avons déjà entamé ce débat. Les cérémonies, Caroline, à Berlin cet après-midi sont achevées. Hein, pour le moment, oui. Pour le moment, donc ça y est. Angela Merkel a retraversé le pont de la Bornholmer Straße et passé d'est en ouest comme elle l'avait fait il y a 20 ans. Alors, les festivités vont continuer dans la soirée avec une grande fête de la liberté. Ça, ce sera Porte de Brandebourg, avec tous les dirigeants et les chefs de gouvernement européens, bien sûr, Nicolas Sarkozy, Dmitri Medvedev, Gordon Brown, Hillary Clinton pour les États-Unis. Il y aura un concert en plein air sous la direction du célèbre Daniel Barenboim. Il y aura un dîner de gala à la chancellerie et puis ce qu'on évoquait tout à l'heure, donc une chute des dominos de 2,50 m de haut qui ont été déplacés là où s'élevait le mur à l'époque et qui vont donc tomber en représentation de la chute du mur de Berlin. Hans Stark, ce qu'on se disait, c'est que la cérémonie, on l'a trouvée très humble, finalement très simple, à l'image de l'Allemagne. C'est comme ça que vous l'avez ressenti aussi. Ça s'est passé tout simplement. Angela Merkel a traversé le pont et puis elle a fait un petit discours au milieu de la foule et puis voilà. L'Allemagne n'a pas toujours été humble, mais ce qu'on peut dire, c'est que la chute du mur de Berlin s'inscrit, je pense que ça a été dit, dans le démantèlement du rideau de fer. C'est après tous les événements de Pologne, d'Hongrie, que c'est un peu la touche finale. Et c'est en effet ainsi qu'il faut, je pense, commémorer cet événement. Ça fait partie d'une évolution européenne dans laquelle s'inscrit le 9 novembre 1989. C'est le point sur l'I, bien sûr, hein, avec les événements qui suivent à Prague et notamment à Bucarest. Mais
ça ne fait partie que d'un processus global. Il y a tout de même un grand absent de cette journée aujourd'hui à Berlin. Il s'appelle Barack Obama. Est-ce que vous pensez qu'il devait être là, Barack Obama? Il sera bien entendu représenté avec Hillary Clinton, sa secrétaire d'État, l'équivalent de notre ministre des Affaires étrangères. Mais tout de même, il n'est pas là aujourd'hui. Est-ce que ça vous paraît une bonne chose ou pas? Ça, il doit y avoir des raisons de ne pas être là et peut-être des raisons intérieures et pas tellement des raisons internationales. C'est quand même une administration républicaine qui était présente au moment de la chute du mur, qui a géré l'unification. George Bush père. Ce n'est pas George Bush fils et qui a été lucide pendant cette période. Et relativement lucide. Après, est-ce que les choses auraient pu évoluer autrement si, notamment dans la première moitié de l'année 1989, il avait été plus ouvert à Gorbatchev? C'est une question qui reste encore ouverte. En tout cas, Mikhail Gorbatchev et les Gorbatcheviens estiment que l'atterrissage aurait été encore plus en douceur, et notamment pour les 20 ans qui suivent 1989, si les bonnes relations qu'il y avait eu à la fin du mandat Reagan, entre Reagan et Gorbatchev, avaient pu se poursuivre. Alors, oui, François Long. C'est tout à fait exact. Et puis, vous avez oublié de dire aussi, tant pis si je fais de la publicité, mais il y a heureusement à Paris, à 19h, un concert Place de la Concorde, à l'initiative de Pierre Lelouch, et qui marque que les Parisiens doivent être associés à cet événement considérable. On est en direct par téléphone avec Philippe Rochaud, qui est journaliste à France 2 et qui était le correspondant de France 2 à l'époque à Berlin, au moment de la chute du mur. Bonjour Philippe Rochaud. Oui, bonjour. Vous venez de vivre en direct depuis Berlin, vous, donc cet événement, Angela Merkel qui a traversé le pont d'Est en Ouest. Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'émotions à Berlin à ce moment-là? Écoutez, il y a beaucoup de monde, beaucoup de curieux, beaucoup de gens qui se rappellent ce que c'était il y a 20 ans, beaucoup de gens aussi qui avaient traversé ce soir-là, puisque il y avait à peu près 20 000 à 30 000 personnes qui traversaient ce pont de Bornholmer-Strasse et qui se sont retrouvées aujourd'hui disons derrière Angela Merkel pour essayer de suivre un peu cet itinéraire, soit sur les bords du pont, soit même à la télévision, parce que il fait pas très beau à Berlin, il pleut, il fait un peu froid, donc il y a aussi pas mal de gens qui sont restés à la maison pour suivre les événements à la télévision. Mais moi, ce qui m'a surtout frappé, c'est le nombre de curieux, pas forcément des gens qui étaient directement concernés par l'événement, mais qui sont venus voir qu'est-ce que c'était que ce mur de Berlin qui était tombé il y a 20 ans. Notamment, il y a beaucoup d'enfants, d'écoliers, de lycéens venus d'un peu partout, et beaucoup de France. J'avoue que depuis que je suis ici, et depuis 2 jours, j'ai rencontré beaucoup de classes qui venaient voir et essayer d'apprendre qu'est-ce qu'avait été l'importance de ce mur de Berlin qui partageait la ville. Philippe Rochaud, on attend combien de personnes ce soir pour la suite des cérémonies officielles? Écoutez, on parle de 100 000 personnes, mais bon, les accès sont assez difficiles quand même. Donc je me demande s'il n'y a pas beaucoup de gens qui resteront quand même chez eux pour regarder ça à la télévision, parce que il y a beaucoup de contrôles. L'accès à la porte de Brandebourg est assez étroit parce qu'il y a encore des travaux. Avec les mesures de sécurité aussi, tout le monde ne peut pas accéder à la partie où il y a des dominos qui tomberont. Donc il y aura quand même un accès difficile qui va limiter le nombre de gens. Donc je pense que de toute façon, il y aura plusieurs dizaines de milliers de personnes. Et on vient de vous revoir à l'image il y a 20 ans, au moment où vous couvriez en direct cet événement, notamment au moment où M. Rostropovitch s'est installé juste derrière vous pendant votre direct pour jouer au pied du mur. Qu'est-ce que ça vous fait, là, 20 ans après, de revenir au même endroit? Je vous dirais que je reconnais pas l'endroit, parce que là, je me trouve pour un direct avec France 2, justement à l'endroit où Rostropovitch avait joué, et il y a plus de repères, il y a plus de mur, il y a juste des portraits des soldats à la fois soviétiques et américains qui tenaient le poste de Checkpoint Charlie. Mais bon, bien sûr, heureusement, le mur a disparu. Il y a aussi beaucoup d'immeubles qui ont été reconstruits ou qui ont été rénovés. Et donc, c'est vrai qu'on ne reconnaît plus le Berlin d'il y a 20 ans. C'est une ville qui est en complète transformation et on n'a plus l'impression que la ville a été autrefois divisée en deux comme ça il y a 20 ans. Merci beaucoup Philippe Rochaud, merci d'avoir été en ligne en direct avec nous. On s'interrogeait sur la non-présence de Barack Obama. François Long, vous n'avez pas donné votre avis sur le sujet. Non, moi je trouve... On a l'impression que c'est un petit peu l'affaire de l'Europe, tout ça, pour les États-Unis. À la limite, tant mieux. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Tant mieux, c'est évidemment la confirmation de la nécessité de la construction européenne. Et je rappelais les conditions posées par François Mitterrand. Barack Obama est remarquablement représenté par Hillary Clinton. C'est très bien comme ça. On sait aussi qu'il a des problèmes. Il vient de faire voter son projet sur la santé
à la Chambre des représentants. Non, je trouve c'est aux affaires intérieures américaines. Il n'y a pas de quoi s'offusquer du fait que c'est Hillary Clinton qui est à Berlin. Hans Stark, vous pensez de la même façon? Je pense absolument la même chose. D'abord, c'est vraiment un rendez-vous européen ce soir. Et puis pour les États-Unis, ça montre aussi qu'avec la fin de la guerre froide, l'Europe n'est plus au centre de leurs préoccupations globales, mondiales. C'est l'Asie, c'est le Proche-Orient. Ce sont des sujets entre guillemets de traverse. Ce n'est plus l'Allemagne ou les deux Allemagnes, ou la question allemande qui avait quand même dominé le système international pendant 40 ans. Ça, c'est terminé. Et le fait qu'ils soient pas là montre peut-être qu'aujourd'hui, nous sommes là encore un pas de plus sur la normalisation. Alors juste, Angela Merkel disait tout à l'heure pendant son discours, on ne distingue plus l'Est et l'Ouest. Aujourd'hui, vous êtes d'accord avec ce constat? Je pense que c'est un peu du wishful thinking. Hein. C'est d'abord en tant qu'Allemand, je sais qu'il y a beaucoup de diversité régionale dans ce pays, nord, sud, est, ouest, catholique, protestante, mais force est de constater que pour beaucoup d'Allemands de l'Est, même si la situation globale s'est améliorée, certains estiment qu'on n'a pas réussi à rattraper l'écart au niveau des niveaux de vie, que le chômage est 2 fois plus important. Le mur n'est pas dans les têtes, ceci non, mais l'écart reste quand même très très important entre les deux parties de l'Allemagne, et ça se sent. Et surtout quand on entend leurs témoignages, il y a malgré toute la joie qu'ils éprouvent aujourd'hui de vivre dans un pays libre, aussi une bonne portion d'amertume. Cette Allemagne-là, libérale, tournée vers l'économie de marché, vers les lois Hartz IV, les lois sociales, il y a beaucoup de laissés pour compte et on en trouve proportionnellement beaucoup plus en Allemagne de l'Est qu'à l'Ouest. C'est absolument vrai, ça n'a pas donné naissance à un monde parfait, loin de là. Il y a même des reculs sociaux. Mais s'agissant du mur et de la séparation, ça n'est pas le cas de Berlin. Berlin, au contraire, donne l'image d'une ville totalement réunifiée. Et même paradoxalement, il y a eu tellement de rénovations à Berlin-Est et tellement de choses remarquables d'un point de vue architectural, par exemple, que finalement, Berlin-Est apparaît plus moderne que le vieillissant Berlin-Ouest. Est, qui était la capitale de la RDA, hein, il faut rappeler quand même que c'était Bonn, hein, la capitale de l'ex-RFA. Les principaux monuments étaient et capitale de l'Allemagne réunifiée. Hein. Et aujourd'hui, je voulais dire à propos de Barack Obama, j'accorde une importance fondamentale à cette commémoration, mais on ne peut pas tirer beaucoup d'analyses politiques sur la présence ou l'absence de Barack Obama à une commémoration, alors qu'on attend beaucoup de lui, en fait, sur le plan d'une actualité qui est considérable et difficile. Finalement, les équilibres géopolitiques ont terriblement changé avec cette chute du mur, cette fin du rideau de fer. C'est peut-être ça la leçon aujourd'hui. Le président américain. C'est d'abord une commémoration européenne, pleinement européenne. Purement européenne, oui. Je vous en prie, je vous ai coupé. Oui. Moi, je crois qu'en fait, Barack Obama, dans ses premières interventions, dans toute sa première action, il est quand même un élément positif dans ce qu'est l'Atlantique, l'euro-atlantique, par rapport à son prédécesseur, notamment. Ouais. Barack Obama qui a tout de même réussi à réunir 600 000 personnes, c'était lors de sa campagne, il n'était pas encore président à Berlin, lors d'un voyage en Europe. Hein. Alors, et pour revenir sur ce mur, vous dites qu'il n'est plus présent aujourd'hui dans les esprits, le mur de Berlin, quand même, il y a encore un peu de nostalgie, 10% des Allemands qui voudraient revenir à la RDA, comment ça s'explique ? Les 10%, ça fait relativement peu sur les 90%. La plupart du temps, on explique cette nostalgie d'abord parce qu'il y avait à la RDA, qui n'était pas qu'une prison à ciel ouvert, comme on nous le dit de temps en temps, des gens qui étaient heureux, parce que ça arrive d'être heureux même dans des régimes totalitaires. Et puis surtout, il y avait des gens qui ont vécu toute leur vie. Et donc aujourd'hui, 20 ans après, ils disent il y a 20 ans, j'avais 18 ans, j'allais sur la plage avec les mouvements de jeunesse et voilà, j'ai découvert la vie de cette façon-là et voilà, donc on regrette toujours un peu sa jeunesse et ce qu'on avait fait et puis effectivement une certaine solidarité entre les gens qui a un peu disparu aujourd'hui. Moi je dirais là aussi, c'est un problème qu'on évoque depuis souvent pendant 20 ans. La réponse qui a été faite il y a 10 ans, je sais plus, ça devient un peu inactuel, à mon avis, maintenant. Les gens disaient à tous ceux qui ont la nostalgie, mais s'ils devaient y revenir, ils n'ont pas envie de revenir. Oui, bien entendu, mais c'est vrai qu'il y avait mais c'est important, ça de pas revenir. Un tableau totalement noir. Il y avait un système éducatif qui tenait la route, et il y avait du travail pour tous. Bon, mais il y avait cette prison, ces
privations de liberté incroyables auxquelles on a mis fin, fort heureusement. Si, il y a 12% des Allemands qui disent vouloir revenir, qui être pour que le mur soit reconstruit, d'après le dernier sondage. Tout de même. Ce sont des fantasmes, ça. Quand Pierre Grosser, ça fait quand même 88% pour ceux qui ne sont pas de cet avis. Et il est vrai, le parti ex-communiste, qui s'appelle aujourd'hui Die Linke, il fait un très bon score dans les nouveaux Länder et il talonne la CDU. Il est quasiment à 25% de l'électorat est-allemand, parfois même plus. Et ça montre quand même qu'il y a en effet des nostalgiques. Par rapport à comme président d'honneur, le dernier Premier ministre de la RDA, M. Modrow. Oui, ça, il voudrait peut-être. Là, ils ont M. Lafontaine, qui était l'ancien président du SPD, qui en 1989 a dit que l'unification vient beaucoup trop tôt et c'est pas dans ces conditions-là qu'il faut la réaliser. Et c'est là peut-être que le bas blesse, parce que c'est une unification qui n'a pas donné lieu à un mariage entre deux États allemands qui ont créé une nouvelle Allemagne. Non, c'est l'ex-RDA qui adhère collectivement sous la forme de nouveaux Länder régionaux à la RFA. Donc il y a une RFAisation, entre guillemets, qui a eu pour conséquence que pour les Allemands de l'Ouest, très peu de choses ont réellement changé, mis à part qu'on a eu peut-être moins d'argent public pour certaines choses, parce qu'il y a eu d'énormes transferts quand même financiers, mais ce sont les Allemands de l'Est qui ont dû s'adapter et tout le monde n'a pas pu le faire. Allez, on retourne à Berlin quelques instants avec ce reportage signé Germain Andrieux. Il était à Berlin il y a quelques 2 semaines. Voilà ce qu'il reste pour lui du fameux mur de Berlin. And 9 November 1989 when a wall came down. Please look at my eyes. You can pass the border. 20 ans après la chute du mur, seuls quelques stigmates restent au cœur de la ville. Difficile de repérer cette cicatrice, seul indice, une double rangée de pavés. Pendant 28 ans, le mur a marqué la vie des Berlinois. Plus de 550 personnes sont mortes en essayant de le franchir. Plusieurs croix dispersées dans la ville rendent hommage aux victimes. Voici celle de Günther Litfin. Mon frère cherchait à passer de l'autre côté, entre le 13 et le 24 août 61, pendant 10 jours. Mon frère était toujours avec son vélo en train de longer la frontière pour trouver un endroit où passer, mais le soir du 24 août, il n'est pas rentré à la maison. C'est le soir où il a été fusillé. Günther a 24 ans et son travail l'attend de l'autre côté du mur. Il tente de fuir Berlin-Est à la nage, mais après 40 mètres, il reçoit une balle dans la nuque. C'est le premier mort du mur. Son frère conserve encore aujourd'hui l'acte de décès déposé par la Stasi. Là, c'est le nom de mon frère. Et ici, le nom de l'officier qui a dirigé la partie de la frontière où il a été tué. On ne pouvait en parler à personne, car si on racontait à des amis que notre frère avait été fusillé, on aurait été arrêté et incarcéré par le gouvernement. Aujourd'hui, les heures sombres font place à l'ostalgie, la nostalgie de l'Est. Un business qui plaît aux touristes. Checkpoint Charlie, le célèbre point de passage entre le secteur américain et le secteur soviétique. Dans ce musée, les témoignages, les récits de tous ceux qui n'ont pas hésité à risquer leur vie pour franchir le mur. Beaucoup de gens ont essayé de fuir, certains ont réussi, mais beaucoup ont été tués. Mais ceux qui ont réussi ont tout tenté. Ils ont transformé des voitures, ils ont fabriqué des avions, ont fait des montgolfières ou des mini-sous-marins. C'était très dangereux, mais la volonté d'être libre était plus forte que la peur. Et c'est pour ça que les gens ont entrepris tout ce qu'ils pouvaient pour regagner leur liberté. Ines Geipel a battu le record du monde du 4 x 100 mètres pour l'Allemagne de l'Est. Et pourtant, en août 1989, oppressée par ce système soviétique, cette championne a pris la décision de s'enfuir quelques mois avant la chute du mur. C'était fin août 1989 et on m'a dit « Mais mon Dieu, tu aurais dû attendre !» Mais c'était impossible, je ne pouvais plus attendre. Personne ne pouvait plus attendre. Et je crois que c'est la chose la plus importante que j'ai faite de ma vie. Ce qui est important, c'est que c'est moi qui ai décidé de faire tomber le mur. Je n'ai pas attendu qu'il tombe tout seul. Et ça fait une grosse différence. On peut dire que Berlin est un grand chantier, ça change tous les jours. Ce n'est pas vraiment une ville chic ou élégante et il y a beaucoup de blessures.
Je crois que ces 20 dernières années, il s'est passé beaucoup de choses. Et pour nous aussi, dans nos propres vies, c'est bien de voir que je peux être là pour fêter tout ça. Je suis heureuse d'être là pour le célébrer. Aujourd'hui, le mur n'existe presque plus. Si son histoire reste vivante, c'est grâce aux nombreux témoignages qui lui sont liés. Année après année, jour après jour, le visage de Berlin se transforme sans pour autant oublier son passé. Voilà ce qui reste du mur de Berlin. Et alors le célèbre chef d'orchestre qui doit diriger ce soir un concert à Berlin, Daniel Barenboim, lui fait la comparaison avec un autre mur. C'est vrai qu'on évoque beaucoup à l'occasion de ce 20e anniversaire de la chute du mur de Berlin, et bien les autres murs qui existent aujourd'hui dans le monde. Voilà, il y a Chypre, et lui, il évoque celui en Cisjordanie, en disant que c'est une grave erreur. À quel mur vous pensez précisément, chacun d'entre vous, Jean-Bernard Raymond? Je pense au même. Hein. En Cisjordanie? Oui, en Cisjordanie, oui. Et c'est cet anniversaire, ouais. Et cet anniversaire, c'est l'occasion de... à résoudre. Hein. Combien de temps on va mettre à l'abattre ce mur, alors, selon vous? Beaucoup plus de temps. Et M. Barenboim n'est pas persona grata en Israël, alors qu'il a fait beaucoup pour essayer de rapprocher. C'est un homme remarquable. Mais on a le souvenir commun, Jean-Bernard, Raymond et moi, d'être allés voir Arafat et Shimon Peres en 2001, et les choses se sont plutôt aggravées depuis, malheureusement. Et le mur est bien là. Donc c'est le mur à abattre aujourd'hui. Les progrès, je reviens de Syrie, les progrès sont bloqués totalement, et on peut dire, hélas, que pour l'instant, Barack Obama et Hillary Clinton ont échoué. C'est malgré tout difficilement comparable parce que les Allemands de l'Est érigent ce mur en 1961, au mois d'août, pour, entre guillemets, se protéger contre la fuite de leur propre peuple, population vers l'Ouest. C'est-à-dire ils les enferment. Et les Allemands de l'Est ont été littéralement enfermés parce que de l'autre côté, vers l'Est, il y avait très peu de possibilités pour eux de se promener. Mettons, dans le bloc de l'Est, il y avait quelques touristes qui avaient la chance de pouvoir aller sur le lac de Hongrie, quand ils étaient vraiment bien vus par le régime est-allemand, mais sinon les Allemands de l'Est restaient chez eux. Donc on a en revanche un autre peuple qui est enfermé, c'est le peuple de Corée du Nord. Donc là, on a en effet peut-être quelque chose de semblable. Mais avec une différence majeure, c'est que les deux Corées se sont battues. Enfin, c'était une guerre civile épouvantable qui a même commencé avant 1950, alors que Dieu merci, les deux Allemagnes ne se sont pas entretuées. Aussi, la comparaison entre empêcher effectivement les Palestiniens de rentrer et empêcher les Allemands de sortir, dans la perception de la direction sans doute paranoïaque, mais pas tant que ça non plus, des dirigeants est-allemands en 1961, c'était pour empêcher aussi la déstabilisation, les services secrets venus de Berlin, etc. Donc ils avaient quand même l'impression d'être un peu assiégés, sans doute à tort, mais on sait qu'il y a eu quand même quelques manœuvres qui ont eu lieu. Ce qui n'empêchait pas que le but était d'empêcher la fuite des Allemands de l'Est. Mine de rien, on dit aussi quand même malgré tout beaucoup d'atrocités à propos de ce mur. Ce mur-là, il a stabilisé les relations Est-Ouest, il a stabilisé aussi la question allemande. Et justement, est-ce que, Pierre Grossard nous disait, les deux Allemands ne se sont jamais entretués. Est-ce que ce mur a été finalement un rempart contre une éventuelle troisième guerre mondiale, vous diriez? Non, ça non. On peut pas l'exclure, mais c'était en tout cas un point final à une série de crises berlinoises qui auraient pu se transformer en grande crise Est-Ouest. Peut-être avec une troisième guerre mondiale, je ne sais pas. Mais M. Kennedy était assez content qu'il y ait eu ce mur, malgré son grand discours. Je pense qu'ils étaient tous assez contents. Oui. Autant à l'Est qu'à l'Ouest. Les choses, et ça évitait que n'éclatent des crises graves. C'était le dernier point de friction. Mais c'est vrai que comparaison n'est pas raison, et que, s'agissant des autres murs, il y a d'autres traitements à observer et à avoir. Puisque nous avons cité la Palestine et Chypre. Et si je peux ajouter encore une phrase, c'est sur la base de l'existence de ce mur qu'a pu être déployé l'effort de l'Ostpolitik, c'est-à-dire la politique du rapprochement qui a été mise en œuvre dans les années à partir de 61, on peut dire les choses comme ça, mais surtout à partir de 69. Il ne faut pas oublier le rôle de Willy Brandt. Effectivement, qui a été décisif. Ça sera le mot de la fin. Jean-Bernard Raymond, grand merci d'avoir été avec nous. François Long, merci à vous aussi. Merci. Anne Stark, on va simplement rappeler, vous venez de publier L'Allemagne unifiée 20 ans après la chute du mur, aux éditions Septentrion. Merci à vous aussi d'avoir été avec nous cet après-midi pour cet événement exceptionnel sur nos deux chaînes. Et puis Pierre Grossard, en vous remerciant également d'être venu cet après-midi. Votre livre, on rappelle son titre, 1989, l'année où le monde a basculé, c'est à se procurer auprès des éditions Perrin.
Voilà, et les éditions spéciales continuent sur nos 2 antennes. À 18h, ne manquez pas 18h spécial avec Michel Grosseur, spécial anniversaire de la chute du mur de Berlin, également sur LCP Assemblée nationale. Eh bien, ça sera à 19h30, LCP Info, suivi à 20h d'un spécial chute du mur de Berlin il y a 20 ans, avec Ça vous regarde, présenté par Arnaud Ardois. Très bon après-midi, très bonne soirée sur les chaînes parlementaires. À bientôt. Merci beaucoup. Lorsque les députés s'immergent dans le quotidien de leurs administrés. J'aimerais vous y voir, c'est dans un instant. Ce jour-là, tout a changé. Le mur de Berlin est tombé en dessinant un nouveau visage pour l'Europe. Magazine, documentaire, invités, le 9 novembre, LCP sera au rendez-vous de l'histoire avec une programmation exceptionnelle.